Bonjour à tous. Alors, on va parler livre, vous vous en doutez, et on va parler de Sherlock Holmes, et en particulier du premier roman où apparaît Sherlock Holmes, l'étude en rouge, que j'ai lu il y a pas très très longtemps. Alors, je l'avais lu il y a un paquet d'années, vraiment il y a un paquet d'années, au point que je n'en avais pas un souvenir dingue, je vais être tout à fait honnête, et j'avais oublié un passage, je vais y venir à un moment donné. C'est intéressant parce que j'ai interrogé autour de moi des personnes qui avaient lu l'étude en rouge, et nombreux sont ceux qui oublient ce passage, mais j'y viendrai plus tard. Bon, je vais pas faire l'injure de présenter Sherlock Holmes. Ça fait partie de ces personnages qui sont rentrés dans la culture populaire à un point qu'on ne soupçonne pas. Voilà. Alors, je vais pas donner des chiffres. Les chiffres, en fait, ils sont assez vertigineux. Il y a eu 300 films environ qui ont comme personnage Sherlock Holmes. Il y a des séries, il y a des jeux vidéo, il y a des jeux de plateau. Enfin bon, voilà, c'est l'overdose. Et même sur le plan littéraire, il y a eu ce qu'on appelle des pastiches. Alors les pastiches, c'est une imitation de Sherlock Holmes. En fait, c'est l'imitation des textes de Conan Doyle. Voilà. Et là, il y en a eu, mais voilà, d'innombrables, hein, tous. Alors parfois qui ont flirté avec l'horreur, d'autres avec des choses un peu plus réalistes, etc. Enfin bon, voilà, il y a vraiment un univers. Et puis il y a un univers qui est assez intéressant aussi. C'est l'étude, voilà. Sherlock Holmes est extrêmement étudié, donc il y a beaucoup de livres, d'études universitaires, etc. Enfin voilà, c'est un univers assez dingue. Mais justement, ça c'est un petit peu un paradoxe, hein. C'est que ces personnages comme ça qui sont euh, très connus, ces personnages de fiction très connus, euh, bah finalement, il y a un décalage entre l'image que l'on a d'eux et la réalité. Je vais prendre juste un exemple. Euh, Élémentaire, mon cher Watson. On a tous entendu cette phrase, et puis voilà, elle est presque accolée à l'image de Sherlock Holmes. Bon, bah, le truc étonnant, c'est que de toute l'œuvre de Conan Doyle, l'œuvre écrite donc où il va parler de Sherlock Holmes, alors il fait souvent dire dans la bouche de Sherlock Holmes élémentaire, ça c'est un mot qui revient souvent. Il emploie également bon, l'apostrophe un petit peu amicale, mon cher Watson, mais jamais, à aucun moment dans l'œuvre, il accole les deux, et il n'y a absolument jamais de ce fameux élémentaire, mon cher Watson, qui pourtant bon, a été popularisé depuis, ce qui montre bien ce décalage entre l'imaginaire et la réalité des textes. Alors, Sherlock Holmes, il est revenu un petit peu sur le devant de la scène avec la série de la BBC, Sherlock, qui doit dater des années, je crois, 2011-2012 à peu près, donc qui ont déjà une bonne dizaine d'années, qui est une série absolument formidable, hein, avec de très bons acteurs, des scénarios, une réalisation que j'ai toujours trouvé d'excellente qualité. Mais justement, la série de la BBC, elle a brouillé un petit peu les cartes parce qu'elle a déplacé l'histoire du détective dans le Londres contemporain. Ce qui fait que je peux comprendre qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît Sherlock Holmes que par cette série, bon, il en a une image un petit peu dénaturée parce que c'est vrai que on est très très loin du Londres de l'époque victorienne. Bon. Mais bon, vous avez peut-être vu que j'ai illustré la miniature de cet épisode en prenant justement une image de la série. C'est pour une raison simple, c'est que je trouve que la série, elle prend ses distances avec l'époque dans laquelle les choses sont racontées. Elle est plutôt très fidèle. Je vais prendre deux exemples. L'âge de Sherlock Holmes. Alors l'âge de Sherlock Holmes, on ne sait pas nécessairement, mais au fait, oui, tiens, quel âge il a? Alors quand on voit la série, on a choisi un acteur qui est plutôt jeune, voilà. Bah en fait, ça correspond tout à fait à la réalité. Dans le livre, bah, justement, une étude en rouge, il y a une allusion à l'âge de Sherlock Holmes. Oh, elle est rapide, hein, l'allusion. À un moment donné, il y a un des protagonistes de l'histoire qui appelle Sherlock Holmes, jeune homme. Bon, ce qui sous-entend qu'on le situe quand même dans une tranche d'âge
peut-être la trentaine ou avant, mais très très loin de l'image qu'on a parfois de Sherlock Holmes, d'un homme 50, 60 ans, voire parfois davantage dans certains films, qui est un petit peu enfermé chez lui, revêtu d'une robe de chambre épaisse. Souvent, c'est cette image-là qu'on a de Sherlock Holmes. Et non, c'est un jeune homme, donc c'est-à-dire que il n'a pas du tout l'âge qu'on lui prête parfois. Et puis, c'est souvent le contraire de cette image de l'homme enfermé dans son appartement. C'est qu'au contraire, il va beaucoup sur le terrain. C'est quelqu'un de très actif, ce que la série montre. Il n'hésite pas à se battre si nécessaire. Ah, pareil, ça dénote un petit peu avec l'image qu'on a de Sherlock Holmes. Autre exemple, dans le second texte de Conan Doyle, Le Signe des Quatre, qui est un autre roman qui fait suite à celui qu'on va un peu étudier là aujourd'hui. Dans le second texte de Conan Doyle, Le Signe des Quatre, il y a un concierge qui le reconnaît. Et pourquoi il le reconnaît? Il le reconnaît parce qu'à un moment donné, quelques années auparavant, je crois de mémoire, ils ont concouru ensemble dans un combat de boxe caritatif. Oui, dans un combat de boxe caritatif. C'est-à-dire que Sherlock Holmes, il se bat, il manie la canne. Voilà, la canne est un sport à l'époque, un sport de combat. Mais il n'est pas manchot à la boxe. D'autant plus que dans le Signe des Quatre, le concierge qu'il reconnaît précise qu'il avait gagné le combat et il lui dit tiens mais au fait si jamais c'est dommage parce que si vous aviez voulu venir nous rejoindre en tant que boxeur professionnel vous auriez très bien pu faire une carrière assez intéressante. Donc on voit qu'on est assez loin là du Sherlock Holmes un petit peu compassé, fatigué qu'on a dans certaines images. Bon. Allez, on en vient maintenant à cette étude en rouge. Alors, le contexte de l'écriture, rapidement, parce que c'est toujours intéressant. Conan Doyle, on est en 1887, il approche la trentaine, il doit avoir 27 ans, je crois, quand il écrit cette étude en rouge. Alors, c'est un homme qui a des ambitions littéraires affirmées, voilà. Il veut pas simplement écrire pour s'amuser, pour faire de la figuration. Il a vraiment des ambitions littéraires. Et il va donc écrire ce premier roman. C'est quasiment la première fois qu'il écrit. Il a fait 2-3 petites choses avant, mais fondamentalement, c'est la première œuvre quand même importante qu'il rédige. Il tente le coup. Et pourquoi je dis qu'il tente le coup? Parce que Conan Doyle, quand il écrit ce premier roman de Sherlock Holmes, il ne s'imagine absolument pas que ça va durer des décennies d'écriture, qu'ensuite il va écrire une soixantaine de nouvelles et 3 romans qui vont venir s'ajouter au roman initial Une étude en rouge. Bon, non, il part pas là-dedans, voilà, il tente en fait quelque chose. Alors tenter si bien que quand il imagine ce rapprochement entre le docteur Watson et Sherlock Holmes, pour lui, c'est temporaire. Il n'imaginait même pas qu'on reverrait Watson par la suite. Donc, on voit bien que il y a vraiment, il y a pas de volonté, il n'y a pas de stratégie de long terme quand il écrit ce premier texte. En plus, l'étude en rouge, ça devient pas un best-seller immédiatement. On pourrait s'imaginer ça. Alors, ça veut pas dire que le livre ne se vend pas, il se vend quand même. Mais bon, voilà, c'est pas non plus un raz-de-marée. En revanche, il y a une chose qui est intéressante, c'est il arrive à décrocher une très bonne critique dans le Times. Voilà, donc ça veut dire que le livre est remarqué et Conan Doyle aussi par la même occasion. Donc ça va l'inciter quand même après par la suite à réitérer. Surtout que au bout de quelques mois, le livre se vend quand même, y compris à l'international. On a des exemples de traductions qui sont faites, notamment aux États-Unis, où le livre marche plutôt bien par rapport à l'Angleterre. Alors donc ce livre, L'étude en rouge, elle fait partie des 4 romans dits du canon holmésien. Le canon holmésien, c'est tous les textes reconnus, écrits de Conan Doyle et qui évoquent Sherlock Holmes. Donc il y a 4 romans et puis 56 ou 57 nouvelles, je sais plus, donc une soixantaine. En Pléiade, puisque c'est là que je l'ai lu, 125 pages, donc voilà, c'est un roman quand même assez court. Alors pourquoi ce premier texte est-il aussi intéressant? Avant qu'on rentre un petit peu dans le détail. Bon, déjà, c'est le premier d'une longue série. Donc c'est toujours très intéressant d'examiner le premier texte
qui est écrit par un homme, sachant qu'il va y avoir une suite. Il pose les bases de cette fameuse relation entre Sherlock Holmes et le docteur Watson. Et très rapidement, c'est toute l'efficacité de l'écriture de Conan Doyle. Très rapidement, on va se familiariser avec la psychologie des personnages. Il y a des tableaux qui sont dressés, certes rapidement, mais de manière assez complète, ce qui fait que très vite, on identifie la psychologie de ce Dr Watson qui revient d'une guerre en Afghanistan. Oui, déjà, une guerre en Afghanistan, mais c'est réel. Hein. Il y avait eu effectivement des conflits dans lesquels le Royaume-Uni s'était engagé concernant l'Afghanistan. Donc, très très vite, le tableau est brossé, et puis il y a des grandes caractéristiques de cette amitié entre Watson et Sherlock Holmes, qui va naître ici et qui va se développer par la suite. Ensuite, il y a sa qualité littéraire, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un texte qui a une réelle qualité littéraire. Je vais prendre 3 exemples ici. La première, c'est Watson qui écrit. C'est le jeu. Watson va employer le jeu. C'est lui qui écrit, qui relate, qui commente les aventures de Sherlock Holmes. Alors donc, ce qui explique pourquoi il est au contact aussi fréquemment de Sherlock Holmes. C'est lui qui marque le point de vue de toute l'histoire. Voilà. Et ça, c'est intéressant. C'est que finalement, le héros n'est pas raconté par lui-même, il est raconté par quelqu'un qui l'accompagne, ce qui permet en fait une certaine distance. Et puis aussi un autre phénomène, si Sherlock Holmes a parfois été, il y a eu une confusion, hein, parfois certains ont pensé qu'il avait existé. Conan Doyle explique à un moment donné que des gens lui écrivaient en tant que Sherlock Holmes ou lui demandaient son adresse. Bon, s'il y a cette confusion qui s'est réalisée, c'est aussi cette manière de raconter, parce que le fait que ce soit Watson qui raconte cette histoire, ça tend à crédibiliser qu'on est en train de décrire ici et de suivre l'histoire de quelqu'un qui, après tout, pourrait exister. Alors ça, c'est le premier élément. Ça, c'est plutôt intéressant sur un plan purement littéraire. Ce Watson qui raconte l'histoire. Ensuite, il y a le titre. Une étude en rouge. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Bon, on pouvait imaginer tout ce qu'on voulait, hein, parce qu'une étude en rouge, c'est pas très racoleur. On aurait pu imaginer double meurtre en huis clos, pourquoi pas. Bon, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais disons, ça aurait été un petit peu plus racoleur. Ou on aurait pu imaginer, enfin voilà, il aurait pu y avoir le mot sang dans le titre, etc. Il n'y a pas ça du tout. Donc, un auteur qui est dans cette exigence, parce qu'il y a une raison que ce roman s'appelle Une étude en rouge, j'y reviendrai là encore un petit peu plus tard, il y a une raison, et là encore ça montre bien une ambition de son auteur de ne pas faire du vulgaire roman de gare, du roman de Katsu, comme on dit parfois à l'époque. Non, il vise un petit peu plus haut en termes d'ambition. Et troisième élément, c'est la construction du récit. Ça, je vais y revenir parce que la construction du récit, elle est vraiment originale, elle est extrêmement intéressante. Et là, on voit bien qu'on n'a pas affaire à n'importe quel romancier. Et moi, je trouve toujours ça intéressant quand on s'intéresse à un auteur. Là, je prends Conan Doyle, je pourrais en citer d'autres, des auteurs que j'aime bien, comme Flaubert, comme Thomas Mann, comme Balzac, etc. Bon, j'en apprécie beaucoup. C'est les premiers textes. Parce que dans les premiers textes, alors évidemment, on voit des faiblesses, mais derrière les faiblesses, on comprend pourquoi cet auteur en particulier a eu autant de succès, tout simplement parce que le talent, il est déjà présent. Alors dans cette étude en rouge, premier roman, certes, où apparaît Sherlock Holmes, le talent, il est présent, c'est une évidence. Bon. Alors maintenant, l'histoire. Bon, moi je vais rester relativement flou sur certains aspects de cette histoire, parce que je pars du principe, c'est parce que le roman est ancien dans sa rédaction, qu'il a été très popularisé, qu'il faut le raconter de A à Z. Moi, je pars toujours du principe qu'il y a des personnes qui ont une envie de découverte à n'importe quel moment, et donc je ne veux surtout pas aller dans le spoil de cette histoire, parce que ça enlèverait quand même un peu de sel à sa lecture. Il y a juste un moment
où je vais le faire de manière évasive, mais je préviendrai avant, de manière à ce que, éventuellement, vous coupez la vidéo quelques instants pour ne pas vous faire avoir à ce niveau-là. Bon, alors, l'histoire, elle est construite sur deux grandes parties. Il y a une première partie qui se passe à Londres. Alors évidemment, il y a le crime, il y a la scène de crime, il y a le développement de l'enquête. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Là, on peut dire que c'est la trame purement policière. Il y a tout ce qui est autour. Watson qui, au départ, apparaît. Puis ensuite, on va apprendre dans quelles circonstances il va rencontrer Sherlock Holmes. Ah, c'est uniquement dans le but de faire de la colocation hein, dans un premier temps. Donc, en fait, on est sur des raisons vraiment purement matérielles. Les loyers coûtent cher et il faut qu'ils prennent un appartement ensemble. En tout cas, Watson va rejoindre l'appartement de Sherlock Holmes. Donc, évidemment, tout ça nous est décrit. Nous est décrit également la psychologie de ces deux personnages. On les voit dans différentes scènes qui sont très intéressantes. Il y a toute une partie qui est consacrée à la méthodologie de Sherlock Holmes pour résoudre des énigmes. Voilà. Et ça va poser évidemment une méthodologie pour les romans et les nouvelles qui vont suivre. Ça, c'est plutôt très intéressant. Il y a encore un passage, moi qui me frappe à chaque fois, c'est quand on nous dit, Sherlock Holmes s'intéresse à un certain nombre de domaines, mais en revanche, il est complètement ignare dans d'autres domaines. Donc, il s'intéresse pas à la politique, il ne s'intéresse pas je sais pas moi, à l'histoire, il s'intéresse pas, par exemple, il se fiche totalement si la Terre tourne autour du Soleil. Bon, en fait, on voit rapidement que tout ce qui n'intéresse pas la science du crime et la résolution de ces crimes, pour lui, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, tout ça est développé évidemment dans cette première partie. Il y a un crime qui est commis, il y a cette scène de crime qui est largement décrite et l'enquête se développe. Donc une première partie relativement longue. Et arrive la seconde partie. Et c'est une seconde partie qui est étonnante. Voilà. Et là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les qualités littéraires de ce roman. Tout simplement parce que la deuxième partie, c'est une rupture totale avec ce qui vient de se passer. Puisqu'on part des décennies en arrière, aux États-Unis, avec des personnages nouveaux. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression presque de partir dans une toute nouvelle narration, dans un autre cadre, des nouveaux personnages, une autre histoire. À un point qu'au début, on se demande, mais où va Conan Doyle ? C'est assez déconcertant presque, puisqu'on remet carrément les pendules à zéro. Ça, c'est original, hein, dans une construction, en tout cas, de cette époque. Et je vous ai dit tout à l'heure que le roman fait 125 pages en Pléiade. C'était pas pour lui donner un nombre de pages, c'est tout simplement pour faire un point de comparaison, puisque là, dans la deuxième partie, on va avoir carrément 42 pages qui se déroulent aux États-Unis quelques décennies plus tôt. Voilà, 42 pages. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, c'est quasiment le tiers du roman qui se déroule à un autre moment et avec d'autres personnages. Alors, cette partie elle est tellement étonnante que certains pensent qu'elle ne sert à rien. Je suis tombé, en préparant cette vidéo, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder un petit peu si d'autres personnes ont fait des vidéos sur YouTube concernant Sherlock Holmes et l'étude en rouge. Bon, il n'y a rien quasiment. Sauf une, je n'en citerai même pas l'auteur, parce que j'ai halluciné en regardant sa vidéo. Je pense qu'il a strictement rien compris à l'intérêt du roman. Je suis un peu désolé pour lui, puisque lui, il explique que ces 42 pages ne servent à rien. C'est-à-dire, elles ne servent strictement à rien. Alors évidemment, je ne suis pas du tout d'accord et je vais vous expliquer pourquoi. Et il n'est pas le seul à partager ce point de vue, puisque dans des adaptations de séries ou de films, on a zappé cette partie qui se déroule aux États-Unis. Alors là, je fais une petite alerte, une alerte spoil qui va durer quelques minutes, mais de toute façon, je préviendrai de manière un petit peu visuelle. Dans l'épisode, ça va durer très, très peu de temps. Et encore, le spoil ne sera pas très approfondi. En aucun cas, je vous dirai qui a tué, etc. Mais bon, voilà, je peux donner quelques indications. Ça démarre maintenant. Pourquoi ce qui se passe aux États-Unis est extrêmement intéressant ? Parce que c'est ce qui va nous permettre
de comprendre le mobile de l'assassin. Et c'est ça le génie d'un écrivain comme Conan Doyle, c'est de prendre 42 pages pour nous décrire un contexte qui fait qu'à la fin, on va se dire « Ah mais oui, tiens, on a compris », parce qu'en fait, on va être dans une histoire de vengeance. Pour qu'il y ait une vengeance, il faut qu'il y ait un vengeur ou un justicier, donc ça dépend comment on veut l'appeler. Et cette deuxième partie, elle va permettre d'opérer un retournement total de situation concernant le jugement moral que l'on pourrait avoir à l'égard de l'assassin. Parce qu'effectivement, on va raconter un certain nombre de choses, tout un contexte du pourquoi de cette vengeance qui va naître. Et l'idéal, c'est de nous plonger plusieurs décennies en arrière dans la vie presque quotidienne de ce vengeur, mais en remontant même au-delà du moment où il apparaît dans le roman, pour bien comprendre ce qui l'a animé. Alors vous voyez, j'en dis pas plus, mais simplement, voilà, mon spoil était là exclusivement. Mais zapper cette partie-là n'a aucun sens. C'est ce qui va faire tout son intérêt. Et je vais même plus loin, parce que là, il y a quelque chose qui est assez étonnant. On se retrouve presque plongé dans une ambiance de western, de conquête de l'Ouest, que moi je trouve très bien raconté, dans un univers qui est un univers quand même très particulier, qui est celui des Mormons, et on voit la naissance finalement de la communauté mormone et des problèmes que cela va poser aussi avec le reste de la société américaine. Donc, ce qui montre là encore que, au-delà de la digression, c'est à ça qu'on reconnaît un grand écrivain qui est capable de nous parler d'une situation particulière. Là, les Mormons, que viennent faire les Mormons au milieu du livre de Conan Doyle? Eh bien, ça a un sens, mais donc, comme je l'ai indiqué, je n'en dis pas plus. Alors, le nom. Pourquoi une étude en rouge? C'est une marque d'ambition, là, très clairement. Alors, il aurait pu appeler ça par d'autres titres. Alors j'ai parfois entendu, notamment dans la fameuse vidéo à laquelle je fais allusion, que Conan Doyle avait fait n'importe quoi et qu'il ne savait même pas donner qu'il ne savait vraiment pas quel titre donner à son texte en l'appelant une étude en rouge. Ben non, c'est tout le contraire. C'est là où il y a une qualité littéraire qui est indéniable. Le rouge, c'est le fil conducteur du roman. Le rouge, c'est quoi? C'est le sang. Bien, bon, ça, faut pas être, c'est évidemment une évidence. Mais il y a une phrase à un moment donné qui est dans le texte même. C'est quoi cette phrase? Holmes se dit: il y a un fil rouge du meurtre qui court dans l'écheveau incolore de la vie, et c'est à nous de le démêler, de l'isoler et de le mettre à nu dans toute sa longueur. Voilà. J'aurais presque envie de le répéter, mais je vais pas le faire. Ce fameux fil rouge, c'est ça l'étude en rouge. Et dans cette phrase, il y a toute la démarche intellectuelle de Sherlock Holmes tout au long des romans et des nouvelles qui vont le mettre en scène. Cette phrase, elle résume en quelques mots toute la méthodologie si particulière de Holmes. Et donc l'étude en rouge, c'est la première fois que Sherlock Holmes va se soumettre à cette fameuse étude en rouge. Voilà. Alors, maintenant pour conclure, parce que vous avez bien compris que mon but n'est pas de raconter par le détail le roman. Est-ce qu'il y a des faiblesses? Oui, il y a des faiblesses, évidemment. C'est un premier roman. Par moments, moi je trouve qu'il y a des complications inutiles. Comment les meurtres ont été perpétrés, je trouve c'est un peu compliqué. Et que Conan Doyle s'embrouille un petit peu, il aurait peut-être pu faire davantage de simplicité, il se perd un peu. Bon, c'est comme ça. Est-ce que c'est grave? Non, parce que de toute façon, on se doute qu'à la fin, il va résoudre le crime et que le problème, à la limite, il n'est pas là. Je vais donner un exemple pour bien montrer ce que je veux dire ici. On a tous vu, je pense, le film d'Hitchcock, La mort aux trousses. Voilà. Bon. Avec la fameuse poursuite dans un champ de maïs avec un avion qui plonge sur le fameux Roger Thornhill qui est poursuivi tout au long du film. Est-ce qu'on se souvient nécessairement du pourquoi? En général, on s'en souvient pas. Parce que, honnêtement, le pourquoi, il est un peu compliqué. Roger Thornhill, en fait, il y a une confusion avec
quelqu'un d'autre, mais le quelqu'un d'autre avec qui est confondu Roger Tornil, c'est un faux agent secret inventé par les services de renseignement eux-mêmes. Alors, on peut pas imaginer une histoire aussi compliquée que celle-ci. Et puis il y a une histoire je crois, de plans d'armes nucléaires plus ou moins qui vient ici. Mais en fait, on s'en contrefiche de tout ça. C'est-à-dire que Hitchcock, l'idée, on s'en débarrasse très très vite du pourquoi il s'est passé ça. Ce qui nous intéresse à un moment donné, c'est cet homme, Roger Tornil, qui est en difficulté, qui va être confronté sous sa candeur et une forme de naïveté, parce que souvent les personnages hitchcockiens fonctionnent comme ça. C'est ça qui va nous intéresser. Bah là, c'est un peu pareil. On s'en fiche à la limite du caractère un peu compliqué du crime et comment il a été perpétré dans Une étude en rouge. Ce qui nous intéresse, c'est la psychologie des personnages, la description de Londres. Ça, je l'ai pas dit, mais on pourrait le dire aussi. Londres, c'est un vrai personnage dans les romans de Sherlock Holmes, qui est vivant. On nous rappelle effectivement que Londres, à cette époque, est la première ville du monde. Voilà, donc dynamique, économiquement plutôt développée, etc. Mais que cette première ville du monde, elle a sa face sombre, et Sherlock Holmes va nous faire découvrir cette face sombre. Voilà. Bon, c'est tout ça qui nous intéresse. Les différents personnages, parce que je trouve qu'il y a des personnages qui sont toujours campés de manière plutôt remarquable. Conan Doyle arrive à dresser le portrait des uns et des autres de manière extrêmement éloquente, efficace et, je tiens à le rappeler, sans que le style soit pesant. Parfois, on se dit, mais est-ce qu'on est vraiment dans un roman qui a été écrit à cette époque Non, pas nécessairement, tellement on a un style qui, pour moi, coule de source. Bon, donc, le point faible, c'est ça, mais ça n'enlève rien à la qualité de ce roman, mais vraiment que je recommande très vivement si on veut passer un très bon moment. Et je vais terminer par deux choses. La première, c'est si on veut compléter ses connaissances sur Sherlock Holmes. Premièrement, c'est une émission qui est disponible en replay sur France Culture. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. C'est une émission de Jean-Noël Jeanneney. Alors, elle a 8 ans, cette émission, mais je la trouve remarquable. 1 heure, il y a une universitaire qui vient nous parler de Conan Doyle, mais de manière extrêmement accessible, sympathique, etc. Mais avec un fond qui est extrêmement intéressant sur la manière d'écrire de Conan Doyle, sur ce personnage qu'il a créé, etc. Et on l'entend même à un moment donné. Bah oui, parce que Conan Doyle, je sais qu'à un moment donné, il est interviewé. Alors, évidemment, la voix, elle est un petit peu vieillie, mais Conan Doyle est interrogé. Bon, voilà, rien que pour ça, c'est assez intéressant. Et puis, ma deuxième recommandation, c'est, la mise au point va peut-être pas être évidente. Si, là, je crois que c'est le cas. Ouais, bon, à peu près. C'est pas génial. C'est l'album Sherlock Holmes dans la Pléiade. Ah oui, là c'est un tout petit peu mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cet album Sherlock Holmes dans la Pléiade? Alors, il faut savoir que depuis très longtemps, la bibliothèque de la Pléiade organise tous les ans, au mois de juin, ce qu'on appelle la quinzaine de la Pléiade. Vous achetez 3 volumes de la Pléiade. Alors évidemment, il faut acheter 3 volumes de la Pléiade et on vous offre le fameux album, qui est en fait un livre dans la qualité des livres habituels de la Pléiade. Le thème change chaque année. C'est souvent un écrivain qui est mis en avant. Et là, pour la première fois dans l'histoire, dans la longue histoire de la bibliothèque de la Pléiade, c'est un personnage de fiction qui a l'honneur de l'album. Voilà. Et alors, sur combien de pages ? 250 pages environ. C'est très bien, en plus, c'est très bien illustré, documenté, etc. C'est vraiment très sérieux. Si on veut approfondir la question Conan Doyle, la question Sherlock Holmes, cet album de la Pléiade est extrêmement intéressant. Voilà. Et d'ailleurs, à l'heure où je tourne cette séquence, ça sera peut-être plus le cas
dans quelques mois. Je sais que les libraires, même si la quinzaine est passée depuis déjà quelques semaines, ils en ont encore sous la main. Ici, évidemment, il faut acheter les volumes de la Pléiade qui correspondent. Donc, il est toujours possible de se le procurer. Voilà, bon, c'est... Donc, je le signalais, si vous voulez approfondir la question de Sherlock Holmes, voilà, deux sources extrêmement intéressantes. En tout cas, je vais terminer par là. Lisez ou relisez Sherlock Holmes, c'est un vrai bonheur. Voilà, et en particulier cette étude en rouge qui constitue son premier roman. Eh bien, à très bientôt et bonne lecture.